Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de changement. Car oui, comme disait l'autre, le changement c'est maintenant. En faisant le petit geste, parce que c'était plus sympa avec le petit geste ridicule. Bon, en fait, c'est pas vraiment maintenant, j'ai menti, ça fait déjà quelques mois, voire quelques années, que le Japon a changé en moi. Des toutes petites choses, des petites habitudes que j'avais pas avant, dans ma vie de médaille d'or du râlage en France. Mais comme d'hab, on va commencer par votre rubrique préférée, après celle de Monsieur Cadeau, bien sûr, au Club Dorothée, c'est le 3615, ma vie. Et cette semaine, déjà, je m'excuse, parce que j'ai pas eu le temps de poser les dernières questions. Elle m'attendrait douce, donc la fin de la FAQ viendra pour un autre prochain épisode. Je dois l'avouer, en ce moment, je suis un peu en mode supra-lazy, voilà. Bon, été oblige, je fais l'ours, je reste beaucoup à la maison pour profiter de la clim au maximum. Je regrette même qu'il n'y ait pas un ou deux bons jeux vidéo qui soient sortis ces derniers temps, parce que j'aurais pu, du coup c'était un peu la bonne période pour moi pour jouer aux jeux vidéo, parce que du coup en automne je vais avoir plus envie de sortir, etc. Là, vu que j'aime bien rester à la maison parce qu'il fait chaud, j'avoue que c'est le bon moment pour faire un peu le gamer. Puis j'en attends un ou deux là qui devraient pas tarder, mais de ce que j'ai pu comprendre, ils sortiraient plus en septembre, en novembre. Bref, ça m'arrange pas des masses, mais tant pis. Voilà, donc je jouote un peu, je glande, je suis très slow, voilà, très très slow. Je suis très lazy. Et puis aujourd'hui, je dois vous avouer que j'avais déjà du retard. Vous avez vu sur le podcast, j'avais pas posté les dernières. La dernière semaine, j'ai une semaine de retard, alors que le podcast était écrit, mais j'ai juste pas pris le temps de l'enregistrer. J'aurais pu, si je m'étais speedé, mais j'avoue que là j'ai un peu une grosse flemme. Voilà, j'ai un peu une grosse flemme de tout, de faire plein de trucs, donc je prends un peu de temps pour moi. Et surtout, c'est pas du temps pour être à fond la randonnée, non, c'est vraiment du temps pour être un Big Lebowski et ne rien branler. Vraiment, j'en suis un peu là dans cet état-là, donc je pense qu'il va me falloir un peu de temps. Il y a des périodes comme ça où vous avez besoin d'être un peu au calme, et en ce moment, c'est un peu mon cas. Et j'ai même pas failli enregistrer ce podcast aujourd'hui parce que je suis un peu patraque depuis hier, je suis pas hyper en forme pour tout vous dire. Alors vous inquiétez pas, je ne suis pas au bord de la mort, enfin, ça on ne sait pas, en tout cas pour l'instant je n'ai pas l'impression. Mais ouais, j'étais pas très en forme et du coup j'ai failli pas l'enregistrer et dire tant pis, de toute façon c'est le mois d'août, personne n'écoute les podcasts au mois d'août. Mais bon, finalement je me suis quand même motivé et je suis en train de vous enregistrer ce podcast, donc j'espère qu'il vous plaira. Parce que je me mets, je suis au bord de ma vie, de ma mort, je fais l'impossible rien que pour vous, parce que je sais que sans podcast vous n'allez pas pouvoir survivre, donc je sais que vous en avez rien à branler, et vous avez bien raison. Mais bon, du coup voilà, je suis vraiment en mode glandage ultime. Et à côté de ça, j'ai hâte quand même du coup que l'automne débarque pour profiter des balades. J'espère que cette année même je vais pouvoir en profiter vraiment à bloc, parce que les 2 dernières années, l'automne, j'avais pas vraiment pu profiter pour diverses raisons. Et là je me suis gardé une semaine de vacances justement, où je resterai sûrement sur Kyoto, ça va pas être des vacances, budget oblige, pas trop que je fasse des dépenses de folie, mais je me suis gardé une semaine de vacances. Parce qu'au Canada, j'ai le droit à 10 jours, donc c'est pas beaucoup. Quand vous vous plaignez de pas avoir assez de vacances, rappelez-vous que dans le monde, il y a des gens qui en ont beaucoup moins. J'étais le premier à me dire, putain, les vacances, ça part vite. Bon, là, je vous dis que 10 jours, c'est vraiment pas énorme. J'ai déjà fait 5 jours en début d'année pour aller à Tokyo, là, pour aller à l'ambassade. Bon, du coup, voilà, il me reste une semaine à prendre. Puis c'est les arrêts vacances, les arrêts maladie. Moi, je me souviens quand j'étais un peu patraque, justement, en France, tu te disais, je pose un jour de congé. De toute façon, j'en ai 25, plus les RTT, plus les jours fériés. Donc tu disais, j'ai perdu une journée, ça te faisait chier, mais tu disais, voilà, je suis pas en forme, je vais pas travailler aujourd'hui, il vaut mieux que je me repose. Quand t'as 10 jours et que t'es pas en forme, tu prends sur toi puis tu vas travailler. Je veux dire, c'est parce que tu te dis, si j'ai niqué une journée de vacances, des peu de jours de vacances que j'ai, pour rester chez moi malade, t'en étais dire non, tant pis. Voilà, on va vomir et travailler, c'est pas très grave. Donc non, voilà, les 5 jours qui me restent, j'espère je les garde pour l'instant pour l'automne, pour profiter un peu de balade sur Kyoto. Alors, ce sera peut-être faire des gros week-ends, faire 5 gros week-ends par exemple, pour faire justement des week-ends tranquilles où il y a une journée balade, une journée tu glandes à la maison, une journée tu passes avec ta copine, voilà, genre où tu fais les trucs administratifs, tu fais les trucs machin, mais où en gros tu fais les trucs qu'elle a envie, et comme ça voilà, t'as bien ciblé ton week-end, il y en a un peu pour tous les goûts, et du coup ça serait cool. Ou alors effectivement je me fais juste une grosse semaine et puis je profite de la life. Mais voilà, pour l'instant, j'attends les Momiji, voilà. Et comme je dis, j'aurai pas le budget pour faire des vacances sympas, donc. Mais moi, ça me va d'aller faire des balades Momiji, surtout que ça fait 2 ans que je suis revenu au Japon et que j'ai pas trop eu l'occasion de bien kiffer l'automne là ces dernières années, parce qu'il y avait toujours des trucs, soit fallait que j'aille à Wakayama ou des choses comme ça. Il y avait toujours des problèmes. Je sais plus trop. L'année dernière, je sais même plus ce qu'il y avait comme souci.
Mais je sais que j'avais pu profiter un peu plus, mais pas tant que ça. Donc là, voilà, j'aimerais bien profiter un petit peu de l'automne et de revoir les Momiji, des petites balades, la petite balade du week-end, pas très loin, pas forcément aller à fond la randonnée, mais juste profiter un chouïa. Et en parlant de budget, justement, bah, ma copine maintenant travaille depuis un mois environ. Ça se passe bien, elle a l'air contente. Et je suis contente pour elle, hein, qu'elle puisse en plus parler un peu japonais avec des collègues, avoir des amis, etc. Enfin, des amis slash collègues, quoi, sympathiser avec des nouvelles personnes. Car même si c'est pas le genre de fille à avoir plein de potes, soyons honnêtes, hein, c'est pas la fille qui a besoin d'avoir plein d'amis, c'est pas la fille qui met sur son compte Instagram, regardez, je suis allé dans le nouveau café avec mes copines. C'est pas du tout le genre. Elle est plus casanière, puis genre elle est avec moi, puis moi ça lui suffit. Vous savez, il y a des gens comme ça, hein, qui sont en couple, qui suffit d'être avec quelqu'un. Moi c'est moins mon cas, mais je peux aussi me suffire d'une personne. Je peux me suffire de tout seul, hein, je me suffis de moi-même. Pendant très longtemps j'étais célibataire et moi j'ai pas besoin de voir plein de gens. Je suis quelqu'un assez bizarre, mais je peux être autant social que pas social, vraiment. Donc, du coup, moi, ça me dérange pas d'être dans une grotte pendant 2 ans et de voir personne. Et comme ça me dérange pas d'être avec plein de gens, puis d'avoir plein de gens qui me trouvent sympa, et puis qu'on discute, machin et tout. Je peux avoir la discute facile. Donc, je suis assez facile à vivre sur ce côté-là, on va dire. Mais elle, voilà, elle est plus du genre casanière et pas forcément à vouloir plein de potes, plein de trucs comme ça. Mais du coup, bon, elle en a pas envie, mais je pense que ça lui fait quand même plaisir d'avoir quand même des interactions dans sa langue maternelle plus souvent, puis voilà, d'avoir un peu des collègues de bureau, même si pour l'instant elle n'a pas fait des sorties avec ses collègues, etc. Je pense qu'un jour ça viendra, et puis bah, je serai content pour elle, parce que je pense qu'elle a besoin un peu de ça aussi, elle connaît personne à Kyoto, donc encore une fois, même si l'amitié sera très genre, peut-être c'est aller faire un jour, aller dans un restaurant, puis voilà, quoi, c'est pas genre amis à la mort, on part en vacances ensemble, etc. Mais je pense que juste des petits trucs comme ça lui fera du bien, donc je suis plutôt content pour elle. Puis niveau mariage, parce que je sais que vous allez suivre ça de près, hein, c'est un peu de l'administratif et vous êtes des fous furieux de l'administratif. Bah, j'ai fait ma demande d'acte de naissance il y a un mois environ, un peu plus maintenant, un mois et demi quasiment. J'ai commencé à remplir quelques papiers pour l'ambassade qui dorment sur un coin de bureau parce que ma copine devait demander aussi son acte de naissance, enfin un document un peu similaire, chose qu'elle a fait, hein, mais elle n'a pas compris qu'il fallait en plus une apostille, donc un tampon du ministère des Affaires étrangères. Bah, et japonais, hein, bien sûr, hein, pas français. Donc on a dû remplir un formulaire et envoyer son acte de naissance à Osaka pour avoir ce tampon. Et là, on l'a récupéré. Donc maintenant, bah là, j'ai envoyé ce document-là avec son acte de naissance avec le petit apostille à un traducteur agréé pour le traduire en français et qui est sur Kyoto. Donc voilà, que c'était un français que je devais rencontrer un jour, mais j'avoue, honte sur moi. Bah, vous savez, j'ai pas toujours plein de temps. C'est un peu compliqué là pour avoir du temps libre et compagnie, avec mes heures de bureau qui sont un peu bizarres. Et puis bah voilà, il y avait Natsu à la maison et puis toujours plein de trucs à faire. Voilà, donc c'est un peu compliqué de trouver du temps libre. Et j'avoue, j'ai un peu foutu un vent à ce pauvre monsieur qui avait l'air sympathique en plus, hein, mais quand on devait se rencontrer, qui m'avait dit tiens un jour, qui m'avait connu via la vidéo de Oji-san dans laquelle j'avais été interviewé, parce que lui aussi avait été interviewé dedans. Et lui, ça fait des années qu'il vit à Kyoto, je sais pas combien, 40 ans, 30 ans, enfin voilà, c'est un vieux de la vieille, hein, qui connaît bien la ville. Lui, je pense qu'il est arrivé avant que Google Maps existe et qu'on puisse s'en sortir. Je pense qu'il a connu le Japon galère. Et voilà, il voulait qu'on se rencontre, ce qui était très sympa, faire du réseau, hein, sûrement. Hein. Il a une entreprise, il voulait sûrement se dire tiens, on sait jamais, il y a un potentiel. Je crois qu'il a une entreprise qui accueille les étudiants ou les gens qui viennent au Japon pour les aider à s'installer au Japon. Moi, je trouve ça plutôt bien que ça existe. Après, c'est typiquement le genre d'entreprise que moi, j'utiliserais pas. Vous le savez, hein, moi, je me suis débrouillé tout seul. Je suis quelqu'un de débrouillard. J'ai pas besoin, et je pense qu'on n'a pas besoin forcément de quelqu'un. C'est pas une obligation d'avoir quelqu'un qui vous aide dans le truc. Après, il y a des gens qui sont moins débrouillards. Il y a des gens aussi qui sont plus flemmards. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête parce que c'est des prises de tête, c'est sûr, et qui se disent bah, je préfère payer quelqu'un qui va m'aider. Donc voilà, je comprends totalement ce genre de service et qu'il y a des gens qui en ont besoin. C'est vraiment des histoires de caractère, des histoires de budget aussi, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui auraient le caractère pour se dire bah tiens, j'aimerais bien que quelqu'un le fasse à ma place, mais qui n'ont pas le budget, tout simplement. donc voilà, mais du coup, il a une entreprise comme ça, donc peut-être qu'il s'est dit ah bah tiens, il a un podcast, blablabla, il fait une chaîne YouTube. Je pourrais peut-être faire un partenariat, un truc dans le genre, enfin, ce qui est normal, hein, ou alors peut-être qu'il voulait juste se faire un nouvel ami, ce qui est possible aussi, hein, je suppute, mais bon, je pense que le mec a déjà sa vie sur place, qu'il n'a pas besoin de voir 75 000 nouveaux Français, il a des clients français qui arrivent à chaque fois, donc il ne va pas être en manque de genre, ah bah tiens, ça fait plaisir d'avoir un Français qui vit avec moi dans cette ville de Kyoto où aucun Français n'habite, ça fait plaisir de rencontrer enfin, dès qu'à Kyoto, des Français, c'est pas ce qui manque. Donc voilà, mais du coup, c'est vraiment ma faute, j'avais mis un vent. Parce qu'on devait se voir, et puis j'ai complètement zappé, puis j'ai dû m'en rappeler quelques temps après en me disant merde, putain, puis j'ai même pas envoyé de message. Donc c'est vraiment très moche ce que j'ai fait. Un jour, il faudra que je m'excuse pour ça, parce que bon, même si je pense qu'il s'en fout, hein, parce que lui non plus m'a pas recontacté après par la suite, mais bon. Ça se fait pas, voilà. Mais cette personne-là est aussi donc à une entreprise, donc fait des traductions et affiliée à l'ambassade, et parce on n'est pas, en fait, pour faire traduire ce document, on est obligé de passer par un traducteur agréé. Ça sent quand même un peu les arnaques, hein, parce que bon, le mec traducteur agréé, je pense pas que ça soit
son entreprise, il est spécialiste de la traduction, il fait plein de trucs. Enfin, quand je dis une arnaque, ça me fait un peu penser aux trucs d'ambassade qui font un peu croquer les copains, quoi. Enfin, même si c'est pas totalement ça, mais j'ai envie de dire pourquoi une entreprise agréée française, qu'est-ce qui a été vraiment l'agrégation? Est-ce qu'il a dû passer des concours? Est-ce qu'il a dû travailler 12 ans avec le machin? Enfin, je pense que c'est juste un truc que tu fais un deal et puis voilà, quoi. C'est en gros, c'est un peu comme les appels d'offres, tu fais passer tes copains, on connaît les appels d'offres, hein. Ah, ça me fait penser un peu à ça, mais non. Le truc, c'est que c'est pas si cher que ça. Parce que moi, j'avais peur. Quand j'ai vu le truc traducteur agréé, je me suis dit, putain, c'est encore le truc qu'ils vont te prendre 500 balles pour traduire une page, quoi. Alors que tu pourrais le faire pour genre 25 balles par un mec qui fera très bien le boulot aussi. Tout travail mérite salaire, hein, je suis le premier à dire, hein. Moi, je suis pas pour sous-payer non plus. Quand je dis 25 balles, par exemple, je suis pas pour payer 25 balles quelqu'un qui fait une traduction, parce que c'est du travail, il faut payer le prix. Voilà, un travail, ça se vaut, puis il faut pas. Tous les gens qui dévaluent leur travail, genre, ah bah, je suis freelancer, et puis je vous fais des logos pour 10 euros. Non, arrêtons, les gars. Un logo, bah, c'est. Un logo, une identité de brand, c'est 1000 balles, 2000 balles, j'en sais rien, mais c'est normal, c'est un travail, ça prend du temps. Enfin, genre, vous devez manger, quoi. Puis derrière, quand vous êtes freelance, vous avez. Vous n'êtes pas salarié, quand vous payez les charges patronales, vous payez les impôts en plus, vous payez tout ça, etc. Enfin bref, puis vous n'avez pas du travail, vous n'avez pas un salaire qui tombe tous les mois, donc bah, c'est normal que voilà, les boulots, bah, vous êtes payé pour ce que vous devez faire, quoi, tout simplement. Mais bref, on n'est pas dans le podcast du digital nomade et du freelancer, les problèmes des freelancers, on n'est pas là. Mais bon, j'avais juste peur voilà, que ça coûte vraiment un bras. Je dis 500 balles, mais ça aurait pu être un truc qui était pas sur le marché, quoi. Mais finalement, non, ça m'a pas coûté trop cher. Ça m'a coûté 7000 yens, je crois, quelque chose comme ça. Alors là, j'avoue qu'avec les conversions en euros, j'ai un peu de mal. Avec le yen qui a bougé beaucoup, etc. Maintenant, j'ai un peu de mal à savoir combien ça fait. À l'époque, je vous aurais dit, ça doit être 50 balles, à peu près. Je pense que maintenant, ça doit faire moins de 50 balles. Donc bon, voilà, c'est pas si cher pour traduire 3-4 pages, je crois. Donc bon, ça reste correct. Donc ça va. Puis, moi j'avais surtout peur que ça explose mon budget. C'était plus ça en fait. C'est pas vraiment le prix, c'était plus me dire putain là en ce moment faut quand même que je fasse attention. Donc c'est toujours des frais où tu te dis bon, j'aurais aimé éviter de payer un truc qui coûte super cher juste pour traduire un document, quoi. Mais bon voilà, ça a été fait, je l'ai envoyé, là ils l'ont reçu, là, donc je pense que je vais récupérer ça d'ici une semaine ou quelque chose comme ça. Et donc une fois traduit ce document, je pourrais envoyer mon dossier à l'ambassade, et là devoir attendre sûrement le plus longtemps, il faut attendre à peu près un mois, il y a écrit sur le site de l'ambassade, c'est pour récupérer un document qui prouve que j'ai jamais été marié. Voilà, un document obligatoire pour continuer les démarches côté Japon cette fois. Alors je pense que ça ne doit pas être que pour ça, parce que sinon je vois pas l'intérêt que tu doives donner les papiers d'acte de naissance traduits de ta copine. Je vois pas. Si c'est pour prouver que moi j'ai jamais été marié, je dirais qu'est-ce que j'ai besoin de ces documents à elle. Enfin voilà. Donc je pense que c'est aussi parce que je sais qu'il faut publier je trouve pas le. C'est pas les bancs, si c'est peut-être les bancs. Vous savez, c'est quand on doit publier un truc dans un journal officiel, quand il y a quelqu'un qui décède, vous vous mariez, machin, normalement il y a une publication qui est censée être faite dans le journal officiel pour dire si vous cherchez votre papa ou votre grand-mère qui est décédée, vous pouvez trouver dans un journal officiel le fait que ça a été annoncé que Odette Jocelyne a été décédée le 14 août 46, voilà, etc. Donc voilà, et ça aussi il faut que ça soit fait, et je sais plus si cette partie administrative comprend aussi ce truc-là, le fait que ça va être que mon mariage va être annoncé officiellement à la France entière dans un journal officiel que personne ne lit, bien entendu. Donc voilà, peut-être que c'est aussi compris là-dedans, parce que je sais qu'il y a encore une autre démarche à faire une fois que le mariage est fait pour l'officialiser en France, parce qu'en gros une fois après l'ambassade, ça va être la partie japonaise une fois que j'aurai ce papier, et après il y a encore une autre partie côté française une fois que le mariage est fait. Donc c'est en gros en 3 parties. Donc voilà, mais là j'en suis là pour l'instant. Donc la suite dans les prochains épisodes pour le mariage. Je pense que vous allez suivre ça avec impatience, que je sais que l'administration c'est votre passion. Je sais pas si c'est parce que vous détestez ça puis que vous êtes content de voir des gens galérer, que c'est votre petit plaisir en disant ils galèrent plus que moi, je ne sais pas. Mais je sais que ça vous passionne, donc je vous le partage. Puis non, puis je sais que c'est utile aussi, hein. Là, j'ai fait la blague, mais il y a plein de petits tips comme ça ou de trucs que je partage de ma vie de tous les jours qui peuvent être utiles pour des gens qui veulent se préparer, vivre au Japon, puis qui vont piocher dedans et qui vont pas vivre forcément la même expérience. Comme je dis à chaque fois, hein, prenez avec des pincettes. Moi, c'est mon expérience à moi. La vôtre, ça sera peut-être différente. Mais ça permet d'avoir des petits tips, des petits trucs, de se préparer au cas où. Voilà, ou peut-être même d'avoir les bonnes infos pour que ça aille plus vite. Voilà, donc, n'hésitez pas à piocher dedans.
Niveau JO aussi, on m'a demandé sur Instagram, là, quelqu'un m'avait demandé ça, de faire un petit récap de comment ça a été perçu les JO au Japon. Enfin, pas les JO au Japon, les JO en France au Japon, vous avez compris. Mais vous le savez, hein, mon japonais étant quasi inexistant, c'est compliqué pour moi de vous faire un débrief et dire ah bah tiens, j'en ai entendu parler dans la rue, parce que non, ou j'en ai parlé avec des clients d'un café, non, j'en ai pas spécifiquement. En plus, je sors pas, là, c'est l'été, comme je vous l'ai dit. Enfin, je sors pas. Croyez pas que je suis enfermé chez moi, hein. J'ai dû voir des touristes, etc. pour, vous savez, quand j'accueille des touristes, c'est mon deuxième métier, on en reparlera un petit peu après aussi, parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Mais, euh, mais du coup, bon, je sors un petit peu, mais c'est vrai qu'en ce moment, je vais quasiment plus au café comme je fais. Puis bah aussi, c'est pour faire des économies, hein, parce que là, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu quand même beaucoup d'argent là, hein, sur un an. Donc bah maintenant, il faut que je me serre un peu la ceinture pour faire remonter doucement mais sûrement. Elle va travailler, l'argent va revenir, etc. Mais c'est pas parce que l'argent revient que hop, ça y est, c'est la folie. Il va falloir quand même bah, justement économiser un peu plus pour un peu respirer, avoir comment on appelle ça, un petit oreiller petit oreiller d'oseille, de pognon, pour être plus tranquille. Donc bah voilà, j'essaie de limiter un petit peu mes dépenses. Donc j'avoue, ouais, je sors beaucoup moins. Puis bon, encore une fois, l'été, c'est aussi une bonne excuse. Parce que j'avoue, moi, dès que je sors, je suis en transpi de ouf. Donc voilà, arriver, être totalement trempé, attendre 20 minutes avant de sécher. Pour quand tu ressors, tu reviens chez toi pour prendre une douche. Bah, je profite un peu de chez moi. Puis vu qu'en plus, ça commence à travailler, bah, c'est vrai que c'est un peu l'occasion pour moi d'avoir un peu de temps libre. Même si c'est pas énorme, je vais avoir 2-3 heures dans la journée où je suis tout seul. Mais voilà, pendant un an, j'ai pas été tout seul une seconde. Bon, bah là, ça me permet d'être un peu tout seul à la maison, tranquillement, quoi. Donc j'en profite un petit peu. On va dire que tout se goupille bien finalement. Que ça soit pendant l'été et tout, ça se goupille très bien, c'est le bon moment. Mais donc pour les JO, de ce que j'ai pu voir, déjà le judo, c'est le sport à la télé, hein. Voilà, c'est le sport, c'est le judo, hein, plus que l'athlétisme, etc. C'était celui qui avait vraiment 70% d'antenne, hein. Et quand ils ont perdu la finale, c'était tragique vraiment. Sur les réseaux sociaux, c'était assez même nauséabond, avec plein de commentaires de mecs frustrés qui ont craché, mais vraiment sur la France, avec des commentaires vraiment dégueulasses, quoi. Sur plein de sujets divers et variés, hein. Certains allaient en des posts, on poste des messages pour dire qu'on était voilà que genre c'était de la triche, qu'il y avait de la triche au JO, machin et tout, le truc, le mec frustré, quoi. Et puis après il y avait aussi ceux qui sont allés encore plus loin en disant que de toute façon la France c'était un pays sans culture, il n'y avait pas d'histoire, c'était le pays avec le moins de culture en Europe. La blague, quoi. Je veux dire, la France, c'est quand même un pays qui a une culture, une histoire qui est quand même dans l'histoire du monde, qui est quand même plus important que la Mongolie, par exemple, même si la Mongolie aussi a une très belle histoire, hein. Mais je veux dire, j'ai peut-être pas choisi le bon pays avec la Mongolie, parce que c'est vrai que la Mongolie a une très grande histoire. Mais je veux dire, voilà, la France est quand même un pays quand même important dans le monde. On est quand même dans le G7, on a quand même été un pays qui a toujours été, qui était quand même très présent. Bon, de là à dire que qu'on n'a pas de culture, c'est quand même pareil au niveau de la culture, c'est quand même un des pays, les top 5 des pays avec le plus de culture. Genre, si tu dis que les États-Unis c'est le pays de la culture, je parle à l'échelle planétaire depuis tous les temps, quoi. C'est-à-dire, bon, rigolons pas les gars, quoi. Je veux dire, même le Japon a une très grosse culture, etc. et tout. Mais je pense que la France, par exemple, d'un point de vue culture, c'est quand même un peu au-dessus, hein, quand même pas déconner. Et encore une fois, sur des trucs qui m'intéressent pas spécialement forcément, hein, sur des pans de la culture qui m'intéressent pas, mais il faut être quand même un peu objectif 2 minutes. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, hein, et bon, je pourrais non plus pour lancer un débat, hein, c'est mon podcast, je dis ce que je veux, les gars. Mais voilà, tu vois, quand tu dis ça sur le truc, tu te dis, mec, tu te sens pas quand même un petit peu frustré parce que t'as perdu à ton jeu. Ça faisait un peu ça, quoi. Donc il y avait des gens qui crachaient vraiment méchamment, où il y avait des gens qui faisaient ah bah vous voyez maintenant ce que c'est vraiment la France, hein. Ah vous pensez que vous idolâtriez la France, bah c'est pas du tout ce que vous pensiez, enfin voilà, tu vois, des trucs comme ça. Donc les mecs qui étaient vraiment en mode super hater avec beaucoup de messages, hein. Mais bon, on met des guillemets, il y en a partout des haters, hein. Voilà, puis il y en a partout sur internet surtout, hein. Ils avaient bien le seum, voilà, sur les réseaux, hein. Mais bien sûr à la télé publique tout va bien, s'il n'y avait pas de problème, etc. Félicitations France, blablabla. On n'en fait pas des vagues, c'est le Japon, quoi. Là, c'est plus sur les réseaux sociaux, vous avez tous les frustrés de la galaxie, pas qu'au Japon, hein, c'est partout dans le monde, et qui du coup on n'entend qu'eux. Voilà, donc c'est pour ça que là c'est vrai que c'était un peu visible. Les sujets ont popé après le judo parce que c'était genre, voilà, hey, crachons sur la France, machin et tout, parce que t'avais ces haters-là qui de toute façon auraient craché sur autre chose à un moment donné, parce que leur passion c'est de cracher sur quelque chose. Voilà. Donc oui, c'était visible, moi je l'ai vu, puis ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Mais encore une fois, il faut mettre des guillemets, c'est Internet. C'est Internet, c'est Twitter, c'est Thread, quoi. Enfin non, c'est même pas Twitter, j'ai vu ça sur Thread, parce que Twitter, je pense que ça devait être pire, parce que Twitter, c'est quand même la poubelle de la galaxie, au niveau des débats et des commentaires. Donc là, je pense que j'ai même pas voulu jeter un œil. Mais voilà, sur Thread, c'était pas très beau à voir, en tout cas, hein, à ce moment-là, hein, ça a duré quoi? Ça a duré une journée, hein, après c'est passé.
Mais ça veut pas dire que tous les Japonais maintenant détestent la France et détestent les Français. Hein. Attention, j'ai pas dit ça. Hein. C'est juste les mecs, les haters qui ont trouvé un truc de quoi hater. Oui, c'est un mot qui compte triple. À ce moment-là, voilà, c'était un bon topic pour eux. Et puis demain, ils feront un truc sur les États-Unis. Demain, ils feront un truc sur la Corée du Nord. Après-demain, ils feront un truc sur les Chinois. Après, ouais, il y aura toujours un truc à trouver. Je me fais pas de soucis pour eux. Ils arriveront toujours à détester quelque chose. Mais c'est vrai que ça a été quand même, moi, ça m'a marqué parce qu'à ce moment-là, il y avait vraiment un côté très négatif sur les réseaux sociaux. Mais bon, comme je l'avais dit, par contre, voilà, puis judo c'est présent. Hein. Comme je vous dis, c'était vraiment le sport à la télé numéro 1. Il n'y avait pas que ça, mais c'était quand même très très présent. Autre truc que j'ai bien aimé par contre, c'est qu'il y a une application, peut-être que ça existe en France aussi, je sais pas, mais qui s'appelait TVER. Donc TVR, ouais, c'est un TVR, c'est très rigolo comme nom pour le Japon. TVR. Ça, je viens de me faire la réflexion, et T-Matcha, TVR, c'est une super blague. Je prépare un spectacle pour les Japonais. Donc TVR, qui est donc une app sur ma télé, hein, qui est aussi une app en ligne. Et qui avait les droits de diffuser tous les JO. Et du coup, qui diffusait toutes les épreuves. Tu pouvais choisir n'importe quoi. Tu pouvais tout regarder, et puis il y avait tout, du début à la fin. C'est-à-dire que tu voulais regarder les épreuves d'escalade, il commençait la diffusion des qualifs, de toutes les qualifs, avant que ça commence, puis il laissait jusqu'à la fin, donc tu voyais les petites cheerleaders danser à la fin avec les spectateurs qui s'en vont, etc. Donc c'est vrai que c'était vraiment du début à la fin, quoi, c'est pas coupé. Et parfois il y avait des commentaires qui étaient en japonais, parfois les commentaires étaient en anglais, parfois il n'y avait pas de commentaires du tout, donc tu regardais, puis tu n'avais pas de commentaires. Mais au moins, tu pouvais vraiment regarder chaque qualification de chaque sport, même les sports un peu obscurs. Et ça, c'était cool, parce que du coup, tu pouvais vraiment faire ton choix. Parce que les chaînes japonaises, je pense que c'est un peu comme en France, même c'est pire qu'en France, je pense, c'est de diffuser que les japonais, quoi. C'est-à-dire quand il y avait un japonais qui passait, par exemple, à un moment donné, il y a Teddy Riner qui faisait sa demi-finale pour, je pense, aller en finale de judo, ils l'ont pas diffusé. Parce qu'il y avait la japonaise la japonaise venait de faire sa demi-finale, était qualifiée pour la finale. C'est peut-être pas les demi, c'est peut-être les quarts, je sais plus. Et du coup, il y avait son adversaire potentiel qui devait, donc ils ont diffusé l'adversaire qui devait être une Ukrainienne contre une Roumaine ou je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, je me souviens plus. Hein. Et alors que pendant ce temps, il y avait Teddy Riner qui était passé, puis j'entendais tous les Français qui disaient ah, on voyait les Français dans la foule là, qui étaient à bloc. Et tu dis putain, mais passe-moi ça. Donc moi, du coup, j'étais obligé de prendre mon iPad, de regarder France Télévisions pour voir Teddy Riner, parce que j'avoue que l'Ukrainienne contre la Roumaine, j'en avais rien à branler. Voilà. Cocorico, quoi. Je voulais regarder Teddy Riner. Et puis c'était pas possible. Donc voilà, mais en France c'est pareil, mais moins je trouvais dans mes souvenirs, puis même j'ai regardé France Télévisions. France Télévisions a quand même plus. France Télévisions va te montrer Nadal contre Bill Bocquet, quoi. Genre, n'importe quoi, je vous dis n'importe quel nom. Alors que là, les Japonais, s'il n'y a pas de Japonais, ils vous le diffusent pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Japonais dans ce sport, j'ai pas vu un match de tennis Nadal contre Bill Bocquet au Japon à télé. Alors peut-être que je suis pas tombé au bon moment non plus, hein, mais c'est vrai que. Ouais, c'est surtout, il y a du japonais. Il y avait quand même quelques matchs de basket, des trucs comme ça, où il y avait genre Allemagne-Nigeria, je sais pas quoi. Encore une fois, je vous dis n'importe quoi. Ça arrivait quand même de temps en temps, mais c'était rare. C'est quand même Japon. Et je pense que quand il y avait Allemagne-Nigeria, c'est parce que si l'Allemagne se qualifiait, enfin si l'Allemagne gagnait le Nigeria, le Japon pouvait passer, enfin ce genre de conneries là, quoi. Parce que sinon, c'était quand même assez rare que sur les télés. Par contre, il y avait plusieurs chaînes qui diffusaient. Il y a NHK diffuse. Mais il y avait 3-4 chaînes qui diffusaient des JO, en tout cas moi. J'ai pas énormément de chaînes, j'ai pas le câble, etc. Enfin, j'ai pas du câble privé, voilà, je paye pas pour la télé. Mais il y avait quand même quelques chaînes qui diffusaient des épreuves. Mais j'avoue qu'en général, je regardais en gros comment ça se passait. Soit on regardait les épreuves de la NHK ou d'une autre chaîne. Mamegumi regardait ça. On avait le truc en japonais, etc. Puis moi aussi, hein, je supportais un peu les athlètes japonais. Puis sur mon iPad, j'avais France Télé avec un mode VPN pour regarder les Français. Puis pour regarder d'autres épreuves aussi, parce que parfois il y avait des épreuves qui n'étaient pas diffusées. Puis après, il y avait TVR. Quand il y avait vraiment une épreuve que je voulais voir, je mettais l'appli TVR et je regardais cette épreuve parce que je savais que là-dessus ça allait être. Donc voilà, quand il y avait des trucs vraiment qui m'intéressaient ou que, je sais pas, on montrait... il y avait montré moi je déteste la GRS, la gymnastique, la GRS, j'ai toujours trouvé ça très chiant. Si par exemple à la télé il y avait la GRS, le water polo, et puis que sur TVR il y avait je sais pas l'escalade, je mettais l'escalade parce que la GRS et le water polo j'en ai franchement rien à branler. Et donc voilà, du coup c'est comme ça que je tournais, mais du coup je tournais avec pas mal de trucs, hein, entre TVR, les télés japonaises et l'appli France Télé. J'avais quand même pas mal de choix, et je me souviens étant enfant avec mes chocos BN à regarder les Jeux Olympiques sur France Télévisions, et puis tu regardais que ça parce qu'il y avait que France Télévisions qui passait. Au pire tu passais de France 2 à France 3, mais il y avait rarement France 3 et France 2 en même temps, quoi. En gros c'était quand France 3 avait fini de diffuser, tu passais sur France 2.
FR3 pardon, et que tu passais sur Antenne 2, ça va vous rappeler pour les plus vieux. Voilà, t'étais sur FR3, puis genre il disait attention, passez sur Antenne 2, il fallait que tu te lèves, hein, parce qu'il fallait que tu te lèves pour appuyer sur. On n'avait pas de télécommande, moi j'ai connu les télés sans télécommande, les amis. Et oui, je sais que là il y en a qui vont être choqués, qui vont dire oh, il a vécu quand les gens étaient en noir et blanc. Et ben oui, j'ai vécu. Alors non, j'ai pas vécu la télé noir et blanc, mais j'ai vécu effectivement sur les télés où t'avais pas de télécommande, il fallait que tu te lèves et que tu appuies sur un gros bouton pour changer de chaîne. Mon époque du Club Dorothée, quand j'étais petit, c'était ça, hein, il fallait se lever, changer de chaîne, mais bon, de toute façon je changeais pas de chaîne parce que je regardais Dorothée, puis qu'il y avait Dorothée à la télé H24. Donc du coup j'avais pas besoin de lever mon gros cul, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un gros cul. Mais bref, du coup, c'était plutôt chouette, hein, toute cette période de JO. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a J'avais pas regardé depuis longtemps les JO. J'adorais ça. Moi, quand j'étais petit, j'ai toujours adoré regarder du sport à la télé, le Tour de France, etc. Mais là, c'est vrai que ça faisait un bail, plus trop l'occasion. J'avais pas du tout regardé les JO de Tokyo. Je n'ai vu rien du tout des JO de Tokyo, mais vraiment que dalle. C'était quand j'étais revenu en France et que bah voilà, j'étais un peu dans un mood qui était pas trop ça. Puis j'habitais pas chez moi, donc j'allais pas me lever en plein milieu de la nuit pour regarder les JO. Je suivais pas du tout. J'ai eu aucune idée de ce qui s'est passé pendant les JO de Tokyo. Et même les anciens JO, j'ai loupé beaucoup de choses. Donc là, ça faisait longtemps que j'avais pas. Là, j'ai vraiment vécu les JO. Je laissais les JO en bossant. J'avais un écran voilà, qui était là, que je regardais de temps en temps, où j'avais le son dans le casque, etc. pour écouter. Et puis bah, la journée, pareil, en après-midi, je commençais à regarder. Ça m'est arrivé aussi, après le boulot, d'aller me coucher à 6h du matin pour regarder un match de foot, des JO, regarder je sais pas quoi. Donc j'ai vraiment revécu un peu cette ambiance-là. Ça m'a remis un peu dans l'ambiance de quand j'étais petit, Chocobn, Tour de France pendant l'été, puis Jeux Olympiques avec mon Amstrad sur la table, à regarder les JO en jouant à mon Amstrad. Bref, c'était un peu revival, j'ai bien aimé. Ça m'a rappelé des souvenirs et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et puis c'était des beaux JO, c'était sympa. Le lieu était chouette. Bon, après, c'est pas podcast Paris 2024, donc on va pas aller non plus dans les détails à 2000%. C'est plus par rapport au Japon, je pense, qui vous intéresse. Mais du coup, c'était plutôt chouette. Mais bon, les Japonais, comme vous le savez, c'est pas nouveau, hein, ils ont quand même un gros côté nationaliste. Et pour vous dire, il y a même un de mes potes, donc pendant les JO, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Japonais, hein, voilà. Mais j'ai un de mes potes qui s'est fait engueuler parce qu'il a osé dire que l'équipe du Japon de basket a été éliminée à 10 minutes avant la fin. Parce que bah, voilà, il y a des mecs qui perdaient de je sais pas combien, puis il s'est dit bon, bah ça y est, c'est perdu quoi. Et là, il y a sa copine qui lui est tombée dessus et qu'on lui reprochant de pas supporter le Japon, que c'est le pays qui l'accueille, qui devrait quand même faire plus d'efforts. Enfin, bref, vous voyez l'ambiance, hein, l'ambiance à la maison. Très, un peu trop, même nationaliste, hein, parce que t'as envie de te dire bon. Puis nous, vous savez qu'en tant que Français, c'est vrai qu'on a peut-être pas aussi ce côté que les Américains peuvent avoir. Go American, yeah, I love my country, blablabla. Toutes ces conneries-là. Nous, on est plus du genre à dire ouais, de toute façon, ils sont nuls, oh, ils sont mauvais. Il y a un peu le truc qu'on est très négatif. Hein. Bah, les JO, par exemple, les JO avant Paris, tout le monde disait ah, c'est de la merde, ça va être ça. De toute façon, vous allez voir, hein, ça va être dégueulasse. Ça va être... Alors, moi, j'avoue, j'étais pas trop dans ce trip-là. J'avoue, je m'en foutais aussi. Mais j'avoue que j'étais pas trop dans le truc Hidalgo. Et pourtant, j'aime pas Hidalgo. Mais voilà, nous, on était tous là-dedans. Je pense que 90% des commentaires, ça va les JO. De toute façon, ils vont bien se marrer, les gens, hein, sur la Terre, hein, quand ils vont voir la France. Bah bravo, hein, où tout va être bloqué. Bon, bah finalement, je pense qu'on a quand même eu des très beaux JO, puis que ça s'est bien passé. Puis je pense que vous allez avoir beaucoup de touristes qui vont venir à Paris d'ici quelques années, qui vont rêver de voir tout ce qu'ils ont vu à la télé. Donc finalement, je pense que ça a plutôt bien marché. Et c'est vrai que nous, c'est très français, ça, de s'auto-bâcher, de dire qu'on est de la merde, de dire qu'on est des racistes, qu'on est des méchants, qu'on est des enculés, qu'on fait tout. L'auto-bâchage français, c'est un truc que tu vois pas forcément dans d'autres pays, où les autres pays sont plus à ce qu'ils font eux-mêmes, en fait, à se dire ah ben nous on est trop forts, on est trop les meilleurs. Alors nous aussi, hein, quand on va être en face d'autres gens, parfois on va dire attends, moi je suis français. Voilà. Mais on a tendance à beaucoup s'auto-bâcher, chose que les gens font pas. Comme pour les langues par exemple, c'est-à-dire que quand vous allez parler anglais, tout le monde va vous bâcher. Tous les Français vont dire bah, t'as vu ton niveau, ah ouais putain avec cet accent. Alors que quand t'es à l'étranger, personne te fait une remarque sur ton accent. On va trouver ça mignon, on va dire ah ouais quand même tu sais bien, ah non mais tu te débrouilles bien, etc. Alors qu'en France, moi quand je parle anglais en France, les trois quarts des gens vont se foutre de ma gueule. Ici, on va dire bah non mais c'est vachement bien, non mais tu t'as fait beaucoup d'efforts, ah non mais c'est trop mignon ton accent. Alors que bon, soyons honnêtes, mon anglais est pourri. Mais il y a deux mondes, quoi. Il y a deux mondes. Et nous, on a un côté très négatif, les Français en général. Hein. Entre nous, j'entends. On a un côté très très négatif. Et pas très nationaliste. Et eux, bah du coup, les Japonais aussi, par contre, ils ont quand même ce côté un peu plus nationaliste, je pense, comme beaucoup de pays. Mais allez, comme dirait l'autre, hein, il serait temps de grandir, il serait temps de grandir. Et pour ceux qui n'ont pas la ref, bah, je vous dis pas bravo. Car oui, on va parler de changement. Car forcément, vivre dans un autre pays, dans une autre culture, ben, ça change des choses en vous. Et ce n'est pas sale, comme dirait l'autre. Alors ça va de petites habitudes, hein, à des chamboulements de vie beaucoup plus grands. Et vu que vous le savez, dans ce podcast, on est en totale désorganisation, on va parler de tout ça de façon totalement random, comme d'habitude. Et un petit truc, parce que c'est vrai qu'avant de commencer cette partie-là, je vous avais dit que j'avais envie de vous parler des touristes, parce que je me fais pas mal de réflexions en ce moment sur le tourisme, et
pense que je vais faire un épisode spécifique parce que je trouve que la nature du tourisme au Japon a beaucoup changé par rapport aux années. C'était mieux avant. Voilà. C'est la rengaine. Hein. C'est pas pour dire que c'est mieux ou que c'est pire, mais que ça a changé, voilà, tout simplement. On en parlera parce que, comme vous le savez, hein, moi je travaille un peu, mini guillemets, dans le tourisme parce que je rencontre quelques touristes de temps en temps. Je leur fais pas la visite, je vous le répète à chaque fois parce qu'il y a des gens qui font tu pourrais me guider. Non, je fais pas guide. C'est juste pour une agence de tourisme où je vais prendre un café, je suis payé pour faire ça. Je suis censé parler pendant 1 heure, mais il m'arrive plus souvent de parler 2-3 heures pour parler du Japon. Bon, allez, souvent les gens sont là parce qu'ils veulent des tips pour organiser leur voyage, mais il y a aussi des gens qui sont là pour poser des questions, etc. Et j'ai vu franchement, cette année, les touristes que je rencontre n'ont rien à voir avec ceux que je rencontrais l'année dernière. Dans l'ensemble, hein, en général, c'est pas le cas tout le temps, mais général. Et pour moi, c'est beaucoup moins quali. Alors attention, qu'est-ce qu'on met dans quali? C'est mon point de vue. Ça veut pas dire que les gens sont pourris et tout, mais je trouve que les gens sont moins intéressés au Japon. Les gens sont plus là comme ils auraient pu aller à Maubeuge, comme ils auraient pu aller à Dunkerque, comme ils auraient pu aller à Oslo. Ouais, je sais, je compare des trucs qui n'ont rien à voir. Ou comme ils auraient pu aller à Bali. Ils ont pris le Japon parce que c'était pas cher et que c'est dans la to-do list, puis que voilà, c'est à la mode en ce moment. Mais qu'il n'y a pas cette passion. Ah, pas la passion du Japon, je dis pas Naruto, ouais, c'est pas ça, hein, c'est pas ce que je suis en train de raconter. Hein. Mais genre, il n'y a pas cette passion, t'es un peu passionné du Japon, pour X raisons. Que ça soit pour Naruto, que ça soit pour la cérémonie du thé, que ça soit parce que t'aimes la culture japonaise, ou parce que. Voilà, le truc où tu t'intéresses un peu au Japon. Et je trouve que là, j'ai des gens qui, du coup, sont souvent. Sont un peu dans le mood de l'ambiance japonais, qui vont être un peu plus dans des gens plus respectueux, etc. et autres. Là, j'ai plus du genre lambda. Je dis pas que c'est pas bien, enfin si, pour moi c'est pas bien, parce que pour moi là, par rapport au métier que je fais, je trouve ça beaucoup moins intéressant. Je me fais beaucoup plus chier à faire maintenant cette année avec les gens que je rencontre cette année que les gens que j'avais rencontrés l'année dernière, clairement. Et donc je trouve qu'il y a une nature qui a changé, et vous serez peut-être pas d'accord, et on n'en débattra pas parce que c'est un podcast et qu'on peut pas débattre, voilà, tout simplement. Donc le prochain épisode, je pense que je ferai un épisode là-dessus pour un peu vous donner des anecdotes sur les touristes que je rencontre cette année versus les touristes que je rencontrais avant et ce que je trouve qui a changé. Ça reste qu'un point de vue personnel, hein. Puis encore une fois, moi j'ai une petite expérience parce que c'est pas mon métier H24 de rencontrer des touristes, mais je sais pas, j'ai dû rencontrer une vingtaine de touristes cette année. Je dis une vingtaine, j'en sais rien, mais peut-être dans ces eaux-là. Et je trouve que c'est différent. Vraiment, j'ai une ambiance qui est très différente de l'année dernière. Mais on en parlera dans un prochain épisode, ce n'est pas le sujet, mais petit teasing, voilà. Et donc on revient sur ces petites habitudes, ces petits chamboulements de la vie. Donc pour commencer, un truc qui est hyper con, hein, mais hyper japonais au final, on va parler des chaussures. Bah oui, parce que vous le savez, c'est un classique, hein, c'est un premier truc qui vient en tête quand on pense à la vie au Japon, avec les toilettes, bien entendu, hein, parce que quand on pense au Japon, on pense aux toilettes. C'est pas cool, mais c'est comme ça. C'est le fait d'enlever ses chaussures quand on rentre dans son appartement ou celui d'un ami. Je sais pour certains, même en France, c'est inné de ne pas se balader avec des chaussures dans un appartement. Mais moi, par exemple, enlever mes chaussures chez moi, c'était pas un truc du genre obligatoire. Ça veut pas dire que je me baladais et que je dormais avec mes chaussures dans mon lit. Mais je veux dire, si je rentrais dans l'appartement, je faisais 4-5 pas à l'intérieur, j'allais poser mes clés, je faisais mes machins. Puis après, j'enlevais mes chaussures, plus pour le côté confortable que le côté « Ouh là là, mon Dieu, il a marché avec ses chaussures, ça fait des traces, c'est pas propre. » Voilà, c'était plus ce côté genre je les enlève parce que je vais pas garder mes chaussures toute la journée, ça n'a pas d'intérêt. Et moi perso, j'ai jamais aimé porter des chaussons, hein, je trouve ça chiant. Même chez moi, par exemple, j'ai des chaussons et je les porte pas souvent parce que ça m'énerve. Donc je suis plus en mode chaussettes par terre, voilà, qu'en chaussons. Et même avec dans mon appartement à Paris, pendant longtemps, il y en a un qui a eu de la moquette. J'avais de la moquette, mais vraiment partout. Hein. Donc c'était vraiment la moquette dans le salon. C'est pas le truc le plus hygiénique de la galaxie. Hein, voilà. Je marchais quand même avec mes chaussures en revenant de dehors, avec mes baskets, etc. Sur la moquette. Alors on va faire un gros bouh, le gros dégueu. Mais au Japon, j'avoue que voilà, je joue le jeu. Parce que au Japon, je vais pas faire ça, sinon ils vont avoir des crises cardiaques et je vais me faire bannir du pays. Parce que je pense honnêtement que si ma copine me voyait avec les chaussures à l'intérieur, je me ferais défoncer, hein, sûrement. Et pourtant, c'est pas une maniaque, hein, mais je veux dire, c'est un truc lambda. C'est comme si vous disiez « Ah, moi, je prends une douche une fois par mois. » Bon, je pense que tout le monde va vous tomber par-dessus. Peut-être que dans votre pays, ça sera ça, qu'on prend une douche une fois par mois, mais vous arrivez en France, vous dites « Je prends une douche une fois par mois. » On va vous regarder en disant « Mais mec, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais ?» Bon, les chaussures, c'est pareil ici, hein. Ah non, on prend pas des douches avec les chaussures. Hein. Essayez de suivre un peu quand même, parce que sinon on va pas s'en sortir. Bon, on va pas lui dire non plus. On le garde entre nous. Hein. J'espère que vous n'allez pas cafeter. Mais il m'arrive parfois de faire une entorse à ce règlement traditionnel. Vous savez, c'est le moment où vous êtes devant la porte, prêt à partir. Vous avez enfilé vos chaussures et tout, etc. Tout va bien. Et vous vous dites, et merde, j'ai oublié de prendre mon portefeuille, mon parapluie ou je ne sais quoi, j'ai oublié de fermer la fenêtre ou d'éteindre la clim, et que vous avez la grosse flemme du coup de réenlever les chaussures pour les remettre après en sortant, ce qui vous prend finalement que 5 secondes, hein, mais c'est quand même la grosse flemme.
Et ça m'arrive parfois, effectivement, je dois le dire, de me dire oh putain, fais chier, c'est bon, il y a personne. Regarde à droite à gauche, personne me voit, il y a pas de caméra de sécurité, allez où on y est avec les chaussures, personne n'aura vu, il y a pas mort d'homme. Mais dans l'ensemble, maintenant, effectivement, j'ai pris cette habitude de le faire. Et du coup, c'est assez un classique. Et cette habitude-là m'a aussi fait prendre une autre habitude. C'est celle-là qui me l'oblige. Parce qu'avant, effectivement, j'avais pas ça. C'est d'avoir des chaussettes qui sont pas trouées. Voilà. Parce que oui, celle-là, c'est un plaisir. Pas vraiment, mais je sais pas comment je me débrouille. Mais je suis un véritable destructeur de chaussettes. Hein. Je suis le pourfendeur des chaussettes. Je suis le Thanos de la soquette. Je fais des trous toujours dans mes chaussettes et ça de façon très rapidement. Et à vrai dire, même mes Converse, j'arrive à les trouver à la hauteur des doigts de pied. Je sais pas comment je me débrouille pour ça. Alors, effectivement, j'ai les ongles un petit peu longs parfois, mais c'est pas non plus. Je suis pas dans un pays indien où je fais un concours pour entrer dans le Guinness Book. Hein, mais je sais pas comment je me débrouille pour arriver à faire des trous dans mes Converse. Je pense que j'ai mes doigts de pied qui remontent aussi, un truc comme ça, et que du coup, je sais pas. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Mais je fais des trous toujours super rapides. Et du coup, là, avec ce process relou au Japon, j'ai pas le choix. Il faut que mon budget chaussettes explose. Donc il a vraiment augmenté. Tout comme le fait que maintenant je me pose des questions là-dessus. Parce qu'avant, je me posais pas des questions à savoir si mes chaussettes avaient un trou ou pas quand je partais le matin. Ouais, de toute façon, toutes mes chaussettes avaient des trous plus ou moins, ou un peu effrités, quoi. Puis bon, je me disais, bon, c'est pas grave, elles sont là, je vais pas enlever mes chaussures de la journée, et puis même quand je rentre chez moi, je les enlève pas. Hein. Donc je m'en foutais royalement. Mais maintenant, je pense que puis comme je vous dis, hein, les 3 quarts du temps, je pense que mes chaussettes étaient trouvées. Hein. Mais maintenant, au Japon, j'ai pas le choix, je fais attention à ça. Hein. Je suis obligé de regarder tous les matins si mes chaussettes sont pas trouées. Attention, est-ce que ça va? Ah merde, elles sont trouées. Parce que tu sais jamais. T'enlèves pas tes chaussures tout le temps. Hein. Genre, franchement, moi par exemple, je me souviens que mon premier voyage au Japon, j'étais en mode, justement, j'étais très paniqué là-dessus parce que c'était un de mes gros problèmes dans ma vie, hein, mes chaussettes trouées. Voilà, il y en a, c'est les boutons. Il y en a, j'ai plein de boutons sur la face. Comment je vais pouvoir sortir? Il y en a un qui se dit, ah mais non, je suis pas de poitrine. Ah mais moi je suis albino. Si tu te rends compte, faut que je porte des lunettes pour pas qu'on voit. Moi c'était les chaussettes. Voilà. Moi c'est les chaussettes trouées. J'avais vraiment peur en me disant putain mais on doit enlever ses chaussures tout le temps, dans les temples, dans les cafés, dans les machins. Et vu que j'ai des chaussettes trouvées tout le temps, donc j'avais acheté des tonnes de chaussettes, j'étais en mode PLS en disant putain, pourvu que mes chaussettes sont pas trouvées quand je vais enlever mes chaussures, Bon, finalement, t'enlèves pas tes chaussures tous les jours et tout le temps. Enfin, si tous les jours tu les enlèves, oui. Mais t'enlèves pas tes chaussettes tout le temps au Japon. Voilà, clairement. Je veux dire, ça m'arrive rarement finalement, à part chez moi, d'enlever mes chaussures. Pas les chaussettes mais mes chaussures. Et oui, effectivement, quand tu vas dans un temple, un truc comme ça, mais même parfois tu vas visiter des trucs et t'es pas obligé d'enlever tes chaussures. Enfin, les 3 quarts des visites que tu fais, t'enlèves pas tes chaussures finalement. Donc c'est pas tant que ça, mais maintenant je fais quand même attention parce que tu ne sais pas, ça peut arriver sans prévenir, sans crier gare, gare, et d'un coup on te demande d'enlever tes chaussures et là tu te dis oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Donc je fais maintenant un peu attention à ça, voilà, de ne plus avoir de chaussettes trouées, et c'est une habitude maintenant que j'ai pris. Le Japon m'a changé sur les chaussettes. Mais pour les piétophobes, c'est un mot qui existe vraiment, non j'en sais rien en fait, je dois sûrement y avoir un truc un peu plus joli que piétophobe. Mais pour les piétophobes, dont je fais partie, hein, parce que je déteste les pieds, je trouve que la partie de l'anatomie du corps la plus dégueulasse de la galaxie, c'est un pied. On va s'arrêter là, et on va aller dans une autre classique que vous utilisez peut-être déjà en France, mais c'était pas du tout mon cas non plus avant de vivre au Japon. C'est le rice cooker et bien sûr la culture du riz. Alors, quand je dis la culture du riz, non, je cultive pas mon propre riz sur ma petite terrasse, j'ai pas installé une rizière personnelle. Non, je parle de cette culture, comme la culture française, la culture du riz qui est important au Japon. Par exemple, en France, je mangeais pas souvent du riz, il faut l'avouer. Hein. Et c'est pas le truc le plus funky. Alors, il y a des gens qui kiffent le riz, hein, mais moi, tu me dis, on va manger du riz. C'est un peu genre, bon, c'est parce que j'ai rien à bouffer, quoi. Il reste ça dure longtemps, c'est dans le placard, allez, on va se faire un peu de riz. Et quand c'était le cas, en plus, je faisais appel à le fameux, hein, celui qui est dans toutes les familles. Je pense qu'il a dû avoir beaucoup de femmes, parce qu'il fait partie de toutes les familles françaises, c'est le fameux oncle Ben, ce gars pour qui tout est un succès. Même le fait de mettre un sachet de riz dans de l'eau bouillante. Il n'y a pas de grandes attentes et de folles ambitions, hein, l'oncle Ben, mais il n'est pas relou non plus pour ça, pour le coup. Mais au Japon, maintenant, à cause de ma copine, hein, parce qu'en vivant tout seul, je faisais pas pour autant ce truc-là, j'achetais du riz, mais plus du fried rice, comme on dit, un sachet comme des frites surgelées, c'est du riz surgelé avec un peu tout et n'importe quoi, des légumes, de la viande. Donc ça, j'avoue, j'en mangeais un peu plus ici qu'en France, déjà. Mais là, maintenant, je suis passé aux commandes en ligne de sacs de riz. Genre 10 kilos de sacs de riz. J'ai un peu l'impression d'être entré dans le cercle fermé des gens chelous qui achètent des jerrycans de Nutella, par exemple. Avec mes 2 gros sacs de riz qui arrivent à la maison parce qu'elle en consomme, la japonaise, du riz. Bah oui. J'ai pas dit Megumi, j'ai dit la japonaise, attention. Donc ma copine, c'est du riz quasiment tout le temps. Elle mange du riz... Elle fait des onigiri pour le midi. Souvent c'est pour son bento en fait qu'il va y avoir du riz.
Et le soir, régulièrement, maintenant, depuis qu'on a le rice cooker, parce qu'on l'avait pas, je sentais qu'il y avait un manque dans notre couple. Alors, pendant un moment, je me suis dit, c'est peut-être l'enfant, c'est peut-être avoir un chat, c'est peut-être l'amour. Non, c'était le rice cooker. Voilà, c'était le rice cooker qui manquait dans notre couple. Et je sentais qu'il manquait ce truc-là, donc je lui ai acheté un rice cooker. Parce que voilà, c'est quand même effectivement. Après, elle était pas relou, hein, elle a pas mangé de riz pendant très longtemps, en tout cas du riz comme ça, fait maison, on va dire. Mais c'est vrai que depuis qu'elle a son rice cooker, elle est quand même bien contente. Et du coup, voilà, j'apprends à me servir d'un rice cooker, à laver le riz, etc. Je savais même pas qu'on lavait le riz, en toute honnêteté. Mais là, il faut que je lave le riz avant de le mettre dans le rice cooker. Mais bon, j'ai appris les techniques rudimentaires pour devenir un rice cooker master, et j'en suis très fier. Et en plus de faire du riz, j'en mange beaucoup maintenant, hein. J'en mange beaucoup plus. Hein. Ma nourriture a quand même pas mal changé depuis que je suis ici, alors que là encore une fois, hein, c'est pas le Japon qui m'a changé, c'est plus la japonaise qui m'a changé. En vivant tout seul, j'avais dû adapter quelques recettes, hein. Mais mon alimentation de garçon de 12 ans était quand même assez similaire à ce que j'avais en France, c'est-à-dire du bœuf, des patates. Voilà. Moi j'aime bien le bœuf et j'aime bien les patates, j'aime bien les vaches et les patates. Je pouvais en manger avec du fromage fondu. Le fromage est beaucoup plus dégueulasse, genre par exemple vous n'allez pas avoir du comté fondu pour pas cher et du gruyère pour pas cher. Il y a du gruyère, mais il n'a pas de goût, en toute honnêteté, tu mettrais rien dessus, ça changerait pas grand chose. Ou alors si tu veux quelque chose de plus goûteux, il faut déjà avoir un peu des économies. Donc c'est comme parfois je vois du fromage à raclette et je regarde, et quand j'étais en France je mettais souvent du fromage à raclette par-dessus un bon plat de pommes de terre avec du bœuf qui est toujours fait revenir à la poêle et que tu fais fondre dans ta poêle. Ouais, c'était un peu un classique chez moi, les pommes rissolées steak avec du fromage à raclette par-dessus qui fond, gros classique. Bon ici quand je vois un truc à raclette c'est plus chérie, on a gagné au loto, on va pouvoir se faire une petite raclette, voilà. C'est plus un peu ça. Bon, même si tu peux quand même en acheter, mais c'est vrai que quand tu vois le prix, tu te dis que c'est pas donné, quoi. Genre, c'est 1700 yens le truc Richemont, tu fais. Ça te fait un peu mal en cœur, en fait, quand tu sais le prix en France, en fait. Et surtout ça, tu te dis, ouais, ça me fait un peu mal au cœur, quand même. Mais bon, du coup, j'ai quand même pu avoir un peu de fromage, avoir un peu beaucoup de patates et de bœuf. Donc, ça, j'avais quand même gardé ce truc-là. Mais depuis, effectivement, qu'elle est arrivée dans ma vie, et puis qu'on a acheté un rice cooker, je mange plus souvent du riz. Bon, je mange des gyoza avec du riz blanc, des yakisoba, du poulet. Mais bon, on va pas non plus passer à un rythme culinaire 100% japonais, hein. Mais c'est sûr que mes habitudes ont changé depuis que je suis ici. Et si je voulais, je pourrais encore faire un plus grand saut, hein. Aller dans le udon, le ramen, manger des onigiri par exemple, et laisser mon enfant de 12 ans sur le bas de la route. Mais ça, c'est pas bien d'abandonner ses enfants sur une autoroute. Donc je vais continuer de m'amuser avec mes frites et mes vaches, voilà. Parce qu'il faut pas abandonner ses enfants ni ses animaux sur l'autoroute. Donc je ne vais pas m'abandonner, voilà. Et il y a un truc que le Japon a vraiment changé en moi, par contre, c'est le stress. Et le bien-être. Le bien-être dans son soi, dans son ensemble avec soi-même. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais je me sentais pas spécialement stressé dans ma vie parisienne de tous les jours, en toute honnêteté. Alors oui, il y avait le comportement des gens qui m'agaçaient au quotidien, mais c'était tout. Je ressentais pas un stress dans la vie de tous les jours. Les gens me stressaient dans l'ensemble quand je les croisais, mais dans le reste, j'étais pas en mode genre je dormais très bien le soir, j'avais pas de problème, je faisais pas des insomnies, j'étais pas en mode je vivais bien, voilà, c'était bien. Et puis j'ai découvert cette fameuse douceur de vivre au Japon, gros instant bis en up vidéo YouTube, voilà, n'oubliez pas, hein, vous le savez, il y a déjà la vidéo, gros big up quoi. Ma vidéo qui est sur ce sujet, donc la chaîne en description si vous ne l'avez pas vue encore, hein, qui est vachement bien, qui est sympa. Je suis cinématique, très belles images du Japon, je vous explique la douceur de vivre à Kyoto. Mais bref, ici c'est vrai que tout est plus calme, il n'y a pas d'agression sonore, tout est plus doux. Alors oui, le mec qui traîne, parce que là j'en entends qui vont dire « Ah c'est pas vrai, moi j'habite à Tokyo, c'est horrible ». Oui, le mec qui traîne H24 à Shibuya dira que c'est bruyant, c'est sûr. Mais si tu vis dans des quartiers normaux, à Tokyo, résidentiels, parce qu'à Tokyo il y en a un, et big up pour ma deuxième vidéo, tu n'as pas vu ma chaîne vidéo gratuite, 100% Moulio à la télé, sur YouTube, où je parle justement des quartiers plus tranquilles à Tokyo, on a une vraie douceur de vivre, un calme qui est là et qui se ressent même à Tokyo. Pour vous dire, je pense que la meilleure manifestation de ce non-stress finalement que j'ai ressenti au Japon, c'est un truc con, mais c'est les feux de circulation. En France, quand t'es un passage, pas à niveau, mais un passage, je trouve pas, mais genre un passage clouté, voilà, passage clouté. Quand t'es devant, voilà, que t'attends, t'es à l'affût. Tu vas regarder la couleur, est-ce qu'il est vert, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il va passer. Puis bon, tu regardes, bon, attends, il est rouge, est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche, est-ce qu'il y a quelqu'un à droite, attends, je sais pas, tac, tac, j'y vais pas, machin. Bref. T'es à fond dedans, t'es pas stressé, mais t'es à fond dedans. Tu vois, ton cerveau, il est là, il est actif pour savoir si tu peux y aller, si tu peux, voilà, t'es sur le qui-vive, quoi, si tu peux traverser ou pas. Au Japon, c'est pas le cas. Au Japon, je m'arrête
quoi qu'il arrive. Je regarde, c'est rouge ou vert, ça s'arrête là. Je m'arrête tout simplement. Et mon cerveau, il est off. Je suis pas tout le temps à l'affût en me disant attends, je peux y aller là, attends, regarde. Ah mais il y a personne, attends, je vais. Non, tu t'attends. T'attends juste que la couleur change, ou voire même pire, que ça commence à faire du bruit et tu te dis tiens, c'est bon, je peux y aller. Du coup, tu prends ton temps, t'es plus calme. Mais on est bien, comme on dit, hein, on est bien. C'est un truc qui a vraiment changé en moi. Je profite beaucoup plus aussi de l'instant présent finalement. Ça peut paraître un peu con et un peu coach LinkedIn avec des phrases toutes frettes à la con là, qui va vous vendre sa formation ou sa newsletter. Mais non, moi je vous vends un podcast bien-être au Japon. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. Blague à part, ouais, je me balade dans des rues calmes au Japon. J'apprécie le rien, le genre d'endroit où avant ça m'aurait saoulé en me disant qu'il n'y a rien à faire, que je perds mon temps ici, voilà, que la balade, il n'y a rien, c'est pas intéressant. Ici j'aime prendre mon temps en balade, même si la balade elle a rien de super, je m'arrête sur des détails, je profite du moment, bref, je kiffe la life, comme on dit, comme disaient les jeunes il y a quelques années. Mais voilà, je kiffe le moment, même s'il n'y a rien. Voilà. Et vraiment, ça n'aurait pas été le cas avant. C'est vraiment le Japon qui m'a changé là-dessus. C'est que le Japon, il y a une ambiance dans la rue, il y a une ambiance générale qui fait que t'apprécies pas le néant, mais genre le truc basique où il n'y a rien de spécial. Je veux dire, peut-être pas qu'en tant que touriste, vous allez peut-être en profiter un peu, mais bon, vous allez voir quand même du wow, Gundam, wow, Shibuya Tower, wow. Enfin, normal, tu vas avoir des trucs un peu qui sont cool, qui sortent de l'ordinaire. Mais le Japon normal, moi, il me fait un bien fou. Et je le trouve vraiment, c'est apaisant. Il n'y a rien, je ne vais pas vous le vendre, je ne vais pas vous le survendre, vous dire non, mais c'est super parce que c'est génial, parce que machin. Non, c'est juste que c'est calme. C'est calme et du coup, des petites choses très connes, tu les apprécies, tu prends ton temps. Voilà. En tout cas, moi, c'est clair que c'est un truc qui a vraiment beaucoup changé en moi, chose que je faisais pas du tout avant. Après, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je râle encore beaucoup, même trop, hein, à cause des réseaux sociaux. Souvent, quand je passe sur les réseaux sociaux, souvent de voir les interactions des gens, les commentaires des gens, ça me rend genre voilà. Puis bon, j'ai aussi des interactions encore avec des étrangers. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est ça, j'ai encore ce côté un peu râlage qui est là, etc. Je suis pas totalement zen, j'aime la plénitude, etc. Mais c'est vrai que quand même, j'ai senti des choses. J'ai changé, voilà, j'ai changé pour ça, pour profiter plus des instants simples, chose qui n'était pas le cas avant. Et en parlant des étrangers, ma vie au Japon a changé aussi sur un truc plus pratique, on va dire, la pratique de l'anglais. Bon, là aussi, je vous arrête tout de suite, je suis loin d'être bilingue, mais c'est vrai que maintenant, dans ma vie de tous les jours, je parle beaucoup anglais, autant que le français même, je pense. Alors, je parle encore pas mal français à cause de mon taf, et puis de ma capacité aussi à parler avec moi-même. 15 ans à travailler tout seul dans un bureau, ça aide pas, donc j'adore parler tout seul. J'adore me parler à moi-même à haute voix. Donc si vous voyez un fou, normalement je fais rarement ça dehors, mais ça peut même m'arriver parfois. Mais voilà, j'aime bien me parler à moi-même, d'avoir des réflexions, de débattre avec moi-même. Mais t'es qu'un sale con, je suis pas d'accord, de toute façon je vais décider, puisque c'est ça, j'arrête de te parler. Non, j'en suis pas là, mais c'est vrai que j'aime bien me parler tout seul. Et, mais du coup, je pratique quand même beaucoup plus l'anglais, et du coup, je suis un peu plus confident avec mon anglais, surtout au Japon. Où de toute façon on ne te jugera pas sur ton accent comme je le disais ou quoi que ce soit, voilà. En tout cas on me le fera pas ressentir. Bon, par contre j'ai pas vraiment encore totalement changé sur la langue en général, hein. Peut-être qu'un jour je me la pèterai, je suis polyglotte, bilingue, anglais, japonais, les langues c'est ma vie, c'est mon aisance, c'est mon soft skill number one, LinkedIn je le mettrai, content creator, polyglotte, non, voilà, etc., toutes ces conneries. Non, j'en suis clairement pas là, hein, mais quand je revois les 2 de moyenne que j'avais à la fac en anglais, et je me dis qu'il y a quand même une bonne marge de progression encore, hein, que le Japon, ça m'a fait monter, ça m'a fait un peu upgrader le fait de devoir partir à l'étranger, puis là t'as plus trop le choix, quoi. Et surtout c'est lié à la débrouillardise. Parce que bon, j'ai toujours été un gars, je pense, qui était débrouillard dans la vie. Mais c'est vrai que sortir sa zone de confort et Coach Dandy est de retour. Abonnez-vous à ma newsletter, les loulous. Je vous parle de travail en façon digital nomade, de yoga, de confiance en soi, de Bitcoin, de blockchain, AI, ChatGPT. Ouais, je vous fais la totale. Je m'égare, mais oui, vivre dans un pays étranger, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et toi qui m'écoutes et qui habite en Belgique, qui a décidé de bouger, de passer de Lille à Liège, non, la Belgique, ça compte pas, les gars. Je suis désolé, ça marche pas. Voilà, je vous arrête tout de suite. Pour le côté, genre, je sors de ma zone de confort et j'ai décidé de changer totalement ma vie. Non, là, c'est pas, ça fonctionne pas. Non, je suis pas d'accord. Même pour ceux qui vont travailler à Zurich, même si effectivement votre vie a changé. C'est votre salaire qui a changé, surtout. Mais bref, quand je repense à tout ça, à tout ce que j'ai fait, hein, mes 2 déménagements au Japon, l'administratif, tu relativises un petit peu plus sur tes problèmes dans la vie finalement. On a tendance à se prendre la tête sur tout et n'importe quoi, hein, voilà. Et puis au final, ça va faire très cliché de dire ça, hein, mais quand on vit une expérience comme ça, on relativise un peu plus, on se dit qu'il n'y a rien d'insurmontable et que même si ça reste des moments chiants, hein, ils sont là, hein, ils n'ont pas disparu, hein,
au final, on trouve toujours une solution. Voilà, ça sera ma punchline de mon nouveau compte LinkedIn, Coach Dandy, Travel Planner, japonais photographe, content creator, abonnez-vous à ma newsletter, blablabla. Je vous ai parlé de ma newsletter. Non, bah, allez, j'arrête avec ça. Mais pour revenir sur le point de la douceur de vivre, le Japon, ça m'a beaucoup changé pour c'est mes habitudes et mes hobbies aussi. À Paris, j'étais plus à rester chez moi, à jouer à des jeux vidéo, sortir voir des potes, bien sûr, aller en terrasse, aller boire un coup, etc. Mais j'étais pas en mode balade à Paris. J'étais pas un no-life non plus, mais j'appréciais plus ce confort de chez moi que de me retrouver parmi la foule parisienne, même si Paris est une ville sublime, on l'a vu pendant les JO, hein. Je crache pas dans la soupe, hein. J'ai adoré vivre à Paris en plus, hein. Mais c'est vrai que j'étais pas non plus en mode grosse balade. Cependant, depuis que je suis au Japon, mes hobbies ont changé. Ici, voilà, vous le savez maintenant, hein, j'adore me balader, j'adore marcher, j'adore explorer, prendre des photos. Cette passion pour la photo, même, je suis vraiment tombé dedans à cause du Japon. Avant, je m'en foutais de prendre des photos, ou je prenais des photos, photos de vacances, puis voilà quoi. Et les balades, c'était pas mon truc. Moi, ça, tu me disais, tu m'aurais dit, allez viens, on va à Vesoul se faire un week-end, on va aller à la plage, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas la plage à Vesoul, mais ouais, je sais pas où c'est Vesoul. Je connais juste de nom, mais j'avoue, je sais pas. Je pense que je connais. En plus, je pense que j'y suis déjà allé. Je me demande si c'est pas dans les montagnes, mais j'ai un gros doute. Donc désolé pour les mecs qui habitent à Vesoul. Je fais, c'est une honte. Comment tu peux parler de ma ville comme ça? Je me suis senti outré. Je vais faire un post sur Thread pour dire que comment ça se fait que des gens ils connaissent pas Vesoul et qui parlent de façon négative à Vesoul. Bah oui, je suis désolé, je connais pas Vesoul. Mais je t'aurais dit non. Voilà, je t'aurais dit non, non merci. Je vais rester chez moi, mater du Netflix, à jouer à World of Warcraft et pioncer dans mon lit pour profiter. Bon, maintenant, si tu me dis, allez, viens, on va se faire un week-end à Vesoul, je te dirais non, voilà. Parce que j'ai pas envie d'aller à Vesoul, puis ça me fait cher le week-end, hein, de revenir en France juste pour faire un week-end à Vesoul. Par contre, je te répondrais que je préfère aller me faire une petite balade dans les rues de Kyoto. Prendre un train pour un patelin pourri, pas très loin, se balader dans une forêt de bambou et visiter un temple lambda dont j'en ai rien à foutre, mais je prendrais du plaisir à me balader appareil photo à la main. Je pense aussi que ça pousse pas mal aussi les gens à changer leurs habitudes. Je vois certains potes qui écoutent ce podcast par exemple, qui étaient quand même assez casaniers, carriéristes, qui sortaient pas beaucoup. Maintenant, je le vois faire des sorties photos avec des groupes qui vont explorer Tokyo. Il fait des joggings de groupe, il fait des sorties moto de groupe avec des Japonais. Bref, il a une vie sociale super active. Et je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, hein. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Le principal, c'est qu'il kiffe en ce moment, a priori. Et puis du coup, c'est cool, c'est le moment, c'est bien. Et puis c'est vrai que le Japon, ça t'aide pas mal pour ça, mine de rien. Mais bref, on parlait de relativiser, et c'est vrai que plus j'y pense, et plus j'ai changé là-dessus à cause de ma vie au Japon. Je pourrais vous faire le coup de vivre dans la culture de l'instant, de l'éphémère, à cause des tremblements de terre, etc. Et que j'ai complètement changé mon mindset. Mais non, mais c'est ce côté plutôt lost in translation, ne parlant pas la langue, où tu vis des moments awkward finalement. J'en vis plein, hein, des moments awkward, où je me dis les gens doivent me prendre vraiment pour un idiot, pour un asocial, pour un débile, parce que je suis pas capable de répondre, hein. C'est des situations qui auraient pu me stresser avant, et encore plus quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très stressé, j'avais à l'école, j'étais stressé, je faisais attention de pas aller au tableau, je parlais pas beaucoup, j'étais timide, voilà, j'étais un peu en mode stress, quoi, la vie me stressait. Puis après j'ai changé, je sais pas, au collège, au lycée, j'ai dû avoir un gros déclic, où je me suis dit j'en ai rien à branler des autres, voilà. Vraiment à un moment donné, je me suis dit mais j'en ai rien à foutre, voilà, je reste poli, etc. C'est pas pour ça que j'ai dit j'encule le monde, et puis de toute façon vous êtes tous des connards. Non, c'était pas ça, hein. C'était pas genre je suis devenu un émo rebelle, hein. C'était pas le truc, mais c'est juste que je me suis dit ouais, qu'est-ce que ça peut faire? Tu peux parler aux gens, tu peux aller au tableau, tu peux dire de la merde, tu peux faire des conneries, on s'en branle. De toute façon ces gens là tu les reverras jamais, et c'est le cas, hein. Les gens que j'ai rencontrés au lycée, je sais pas ce qu'ils sont devenus, je les connais pas, je sais pas d'où ils font, je sais pas ce qu'ils sont devenus, j'en ai aucune idée. Donc bref, on s'en fout, voilà. Le truc c'est de respecter les autres, c'est important, mais de se respecter soi-même. Ouais, je vous dis là, on est à fond dans le coach LinkedIn aujourd'hui, hein. C'est moche, hein. Je pense que je vais aller mourir les veines après, hein, parce que j'ai pas un grand amour pour LinkedIn, vous vous en doutez bien. Mais bref, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté, voilà, toutes ces situations qui au final sont quand même awkward, hein. Les gens doivent me prendre pour un idiot, puis c'est vrai qu'il doit y avoir pas mal de gens, je pense qu'ils vont dire c'est qui ce type là, il est un peu con, il parle pas. Puis même il y a des gens qui font t'es au Japon depuis 2 ans, tu parles toujours pas japonais, quand même. Voilà, je pourrais mal le vivre et dire attends, machin, faut que je fasse. Mais en fait, du coup, non, ça m'a fait pas mal relativiser. Et puis je vous dis, je l'aurais pas bien vécu, je pense, dans un autre pays par contre. Pour le coup, je me souviens qu'en Écosse, je vivais moins bien ça, pardon, j'arrive pas à trouver mes mots. Mais en Écosse, je le vivais moins bien, ce côté-là. Parce que voilà, on vous faisait comprendre. Il y avait ce côté aussi des étrangers, hein, comme je l'ai dit, en France quand tu parles anglais tu vas te faire tout de suite lyncher sur la place publique.
Moi, je me souviens qu'en Écosse, quand tu demandais un truc, les mecs te comprenaient pas et te regardaient un peu de haut, genre mais qu'est-ce que tu dis, mais qu'est-ce que, ah là c'est compliqué, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que celui-là. Voilà, t'avais vraiment, tu sentais qu'il y avait quand même un côté négatif en fait, pas toujours hein, bien sûr, mais de temps en temps. Qu'au Japon je l'ai pas, même si ils doivent le sentir, ils doivent le penser, mais vous savez il y a toujours cette image en groupe, on doit bien paraître, on doit pas être méchant, on doit pas faire des trucs, donc du coup, bah finalement vous le ressentez pas et donc vous êtes plus à l'aise et puis bah du coup ça te change aussi, enfin toi ça te fait relativiser aussi, ça te fait vraiment relativiser, dire que bah ouais, y a des choses plus graves dans la vie et que bah, c'est quand même beaucoup plus tranquille. Euh, et donc il y a la bienveillance hein, voilà, qui est là, hein, voilà, qui fait que tu le vis plus facilement. Mais après, vous prenez pas l'effet qui se coule en pleine face, quoi. Mais attention, hein, j'ai bien dit l'extérieur, hein, de l'extérieur des gens. N'oubliez pas que c'est pas parce qu'on vous fait un grand sourire et qu'on fait des compliments que derrière on n'en pense pas moins des choses dégueulasses. Hein. Les Japonais sont très comme ça. Hein. Mais du coup, ça va permettre vraiment de relativiser et de stresser beaucoup moins. Clairement, le Japon m'a changé par petites touches, hein. Il m'a beaucoup changé aussi profondément. Et j'ai aucun doute qu'au fil des années, il va encore me changer. À force de mieux comprendre le pays, être mieux adapté aussi à la langue, à changer mes habitudes de vie, sûrement, qui vont encore changer. Quand je repense à l'enfant un peu empoté que j'étais, à qui on prédisait un avenir de fils à sa maman, qui bougerait pas, qui ferait rien, etc., incapable de se débrouiller tout seul, j'étais timide, j'aimais pas sortir, etc., bah maintenant j'ai quand même un profil qui est quand même très différent 30 ans après. Moi, j'ai 40 ans et quelques, on va dire que quand j'étais au collège j'étais un peu comme ça. Ouais, j'ai un profil qui est quand même très très différent. Attention, hein, c'est pas pour autant une ode au Japon. Hein. Je suis pas en train de vous dire que le Japon c'est merveilleux, vous allez vivre un rêve éveillé. Ça va dépendre de vous, de votre caractère, de ce que la vie va mettre sur votre parcours tout simplement. Moi, ma vie au Japon, elle est loin d'être parfaite, hein, vraiment pas. Hein. J'ai encore une tonne de défis en face de moi et j'en suis vraiment qu'au début pour pouvoir un peu souffler, me dire ça y est, je suis tranquille. J'ai émigré dans un pays, mais c'est plus genre je suis en mode combat, je suis en mode pépère, tranquille. J'en suis encore très très loin, hein, vraiment croyez-moi. Parce que moi, mon Graal, hein, c'est ma vie paisible, une retraite paisible plutôt, et glander. Voilà, moi je suis un très bon glandeur, je m'occupe très bien, je ferai un très bon retraité, à aller me balader, aller dans les cafés, regarder les gens, faire des petites sorties photos, jouer à des jeux vidéo, faire du bricolage alors que je bricole pas, j'en sais rien, mais j'arrive toujours à m'occuper. Et moi, mon rêve ultime, c'est ça, c'est d'avoir une petite retraite sympa, et au moins pendant une dizaine d'années, kiffer la life, à rien foutre et à faire que des trucs tranquilles. Moi, c'est vraiment mon but dans la vie. Hein. J'ai pas un but de faire le tour du monde, etc. Moi, c'est juste d'avoir une vie pépouze et de faire les trucs que je kiffe en mode pépouze. Voilà, c'est c'est mon rêve tranquille. Donc, j'espère que j'y arriverai là. Mais j'en suis encore loin. Hein. J'en suis encore loin d'avoir ça. Mais pour autant, bah, je suis content de tous ces changements et de cette nouvelle vie bah, qui est la mienne hein, maintenant et que je suis content d'avoir évolué là-dessus. Même si tout n'est pas parfait, je suis quand même content d'avoir un peu évolué. Mais allez, on va rester là pour cette semaine, parce que ça fait déjà quasiment 1 heure de podcast. Il y a encore plein de trucs que j'aurais pu vous parler sur des changements plus ou moins petits ou grands qui ont été dans ma vie, que le Japon m'a apporté, on va dire. Mais voilà, on va s'arrêter là. Donc je vous dis à très vite pour ce nouvel épisode. Comme je vous l'ai dit, on va parler de tourisme au Japon. Hein. J'ai déjà un peu mis les contextes. J'espère que ça vous plaira, puis j'espère que ça va pas non plus faire des... encore une fois, on mettra avec des pincettes, c'est mon avis, puis je vais utiliser des termes comme qualité, mais c'est pas vraiment la qualité, c'est la nature des gens qui est différent. Mais pour moi, c'est qualitatif, parce que pour moi, bah, cette nature, je préfère l'autre nature à celle-là, et c'est vrai que actuellement, je vous dis, je suis sérieusement en train de penser à arrêter de faire ce que je fais, encore continuer un peu l'année prochaine, mais genre arrêter rapidement, parce que je trouve que les touristes, là, en ce moment, c'est pas foufou, voilà, moi j'aime bien parler du Japon, vous vous rendez compte avec mes 222 épisodes, hein, vous vous en doutez, enfin 223 là, c'est le 223 plus les hors-sujets, on est à plus de 250. J'aime parler du Japon, j'aime aider aussi les gens, je suis très content de les aider en tant que travel planner en quelque sorte, parce que finalement je suis pas travel planner, mais quand ils me voient, bah, ils veulent un peu savoir, alors on reste 2 jours, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Donc en gros j'organise un peu leur voyage sur ces 2-3 jours là. Mais j'aime bien aussi quand ils me posent des questions sur le Japon, quand les gens sont intéressants, quand il y a des échanges, quand on a un peu des débats, en quelque sorte, c'est pas forcément des débats, mais moi je leur parle un petit peu de comment ça se passe sa vie au Japon, comment sont les Japonais, bah, tout ce que je fais dans le podcast en quelque sorte. Donc voilà, ça me plaisait de faire ça, et là je l'ai de moins en moins, donc du coup, bah, vu que c'est pas non plus payé, c'est bien, c'est payé correctement, mais c'est quand même beaucoup d'emmerde pour finalement... bah, très peu de plaisir, j'avais du plaisir avant, puis j'en ai de moins en moins. Mais là justement, les derniers touristes que j'ai vus ont été très sympathiques, ça m'a fait du bien, parce que là j'en avais enchaîné, pas forcément des gens désagréables, mais des gens moins polis, et puis des gens qu'on avait rien à foutre, et qui sont là juste pour savoir bah, où est-ce que je peux aller, et où est-ce que je peux manger, quoi. Et j'avoue que ça m'intéresse moins, moi je veux pas travailler je veux pas être une agence de voyage, hein, c'est pas mon boulot, et donc j'avoue que bon, bah, c'était un peu moins mon truc, mais on en reparlera. Parce que je pense que le tourisme a changé au Japon et qu'il changera sûrement encore par la suite, mais qu'il y a des raisons hein, pour ça. Et on en reparlera, puis on pourra en débattre après sur
sur Patreon pour ceux qui sont abonnés Patreon. Je continue à remercier parce qu'il y a toujours des gens qui sont abonnés à Patreon. Je les remercie. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas fait trop de posts. Mais de toute façon, je suis pas sûr que ce soit les posts qui vous font vous abonner sur Patreon. Mais bon, là, c'est le mois d'août, donc je suis un peu en mode calme. Puis j'ai pas grand chose à vous raconter non plus. Je peux pas vous montrer des photos, des balades, parce que je me balade pas de fou. Mais je voulais remercier, quand même en profiter pour remercier les gens qui soutiennent le podcast à Patreon, parce que ça permet quand même de mettre un peu du beurre dans les épinards, même si c'est pas énorme. Je crois que je dois gagner 45 € avec le Patreon, donc c'est pas foufou. Mais voilà, ça permet de rembourser une partie des frais de certains trucs, etc., que le podcast me coûte. Puis voilà, ça fait plaisir de se dire, il y a quand même des gens qui tous les mois donnent un peu d'argent, donnent 2 €, 3 €. Ça fait plaisir, voilà, parce qu'on se dit, ils pourraient donner cet argent pour autre chose. Donc je voudrais vous remercier, je le fais pas assez souvent, mais je voudrais vous remercier pour ce soutien. Et puis ceux qui peuvent pas donner, mais voilà, je vous remercie aussi pour écouter le podcast depuis toujours. Et puis il y a des gens même qui ont donné pendant très longtemps. Quand j'ai regardé combien de gens ils m'avaient donné, il y avait des gens qui m'ont donné plus de 200 € sur la longueur. Donc je me suis dit, waouh, c'est quand même super sympa de donner 200 € pour ça, quoi. C'est quand même un budget, même si c'était étalé sur 2-3 ans, j'en sais rien. Mais qui ont dû arrêter parce qu'ils avaient d'autres frais. Et puis au bout d'un moment, tu vas pas donner tout le temps. Mais je les remercie énormément parce que ça fait chaud au cœur. Moi, ça fait chaud au cœur. Donc merci à vous qui soutenez, ou même ceux qui partagent. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, sur Twitter, qui n'ont pas beaucoup de followers, mais qui de temps en temps parlent du podcast, disent c'est mon podcast préféré, machin et tout, ou j'adore ces vidéos. Ça sert à pas grand chose parce que vous avez 4 followers, donc ça va pas faire le tour du monde et tout, mais moi ça me fait plaisir parce que du coup je vois votre amour en quelque sorte, et du coup c'est cool. Je me dis que je fais pas ça pour rien, puis que ça vous plaît, parce que parfois moi je suis tout seul dans mon coin, je me dis peut-être que je regarde même pas les stats, donc je me dis peut-être qu'il y a personne qui écoute et je parle tout seul, mais du coup ça fait plaisir. Effectivement, on se dit voilà, ça sert. Il y a pas très longtemps là, j'ai reçu des messages pour vous dire. Il y a quelqu'un qui écoute le podcast, je lui fais un petit coucou au passage, qui est irlandais si je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de conneries, et qui me disait qu'il apprenait le podcast il y a longtemps, qui m'avait envoyé un message en disant qu'il apprenait le français avec mon podcast. Alors je m'excuse encore une fois parce que vous avez vu comment je parle français, je suis pas la meilleure référence pour ça. Puis en plus je parle vite, je pense, donc du coup c'est peut-être pas forcément le plus idéal. Mais il m'a renvoyé un message pour me dire qu'il continuait d'écouter le podcast là, et qu'il continuait justement d'améliorer son français avec. Donc je suis content, je suis content que je puisse l'aider. Puis surtout qu'il vient venir s'installer au Japon, puis je suppose qu'il a pioché un petit peu dedans, que ça l'a aidé. Quelqu'un d'autre qui m'a dit aussi qui m'avait remercié parce qu'il a pu venir via le portage salarial, en découvrant le portage salarial et mon expérience, il a pu venir s'installer au Japon, puis il me disait merci pour ça. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir si je peux aider des gens, ou même des gens à leur faire un peu préparer leurs vacances, ou leur faire en attendant qu'ils puissent venir au Japon, ça les fait rêver un peu. Et il y a ma copine qui vient d'arriver, qui vient de sonner, donc on va s'arrêter là. Je vous dis ciao mata, ciao, bye bye, matane, et je vais aller l'ouvrir. Allez, bye bye, ciao. Nabi 鏡どこで踏み外した